Good day and welcome. My name is Yael R. Eastman. I am the Executive Secretary and Head of Research at Geostrat Agency, LLC, 1500 K Street Northwest, Washington, D.C. I am second in command to Mr. Pascal Najati. And I am going to start in English for about 90 seconds because I owe you an explanation before I switch. This dispatch has a French edition because a great deal of this story is French. The Confederation is French. Geneva is French. The finance ministry that said what it said it in French. And a very large part of the people who have waited 25 years for this file live in Geneva, in Lausanne, in Paris, in Brussels, in Montreal, and across Francophone Africa. You are not getting a summary. You are getting every word. So here is my confession, and then we begin. I learned my French in Washington, D.C., not in Paris, not in Neuchâtel. You are going to hear America in it. In the vowels, mostly. In the R, certainly. I thought about hiding that. I decided not to. Because this is a story about an American bank picking up the telephone for Switzerland when Switzerland's own capital would not, and it seems to me that an American accent is the correct accent for telling it. Alors, allons-y. Et pardonnez-moi mes voyelles. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Yael R. Eastman. Je suis Executive Secretary and Head of Research, secrétaire exécutive et directrice de la recherche, à Geostrat Agency LLC, 1500 K Street Northwest, à Washington, D.C. Je suis le second de M. Pascal Najati. Et avant de dire un seul mot de ce que contient ce dossier, je vous dois les deux déclarations que je fais toujours, parce que vous vous apprêtez à me donner 1 heure de votre vie, et que vous avez droit à ces 2 déclarations d'entrée de jeu. La première, je fais ce travail bénévolement. Pas $1 n'a jamais changé de main. Pas une fois. Jamais. Je suis une amie de longue date et de confiance de cette maison, et je sers ici parce que je crois en ce qu'elle fait. Tout ce que nous publions est gratuit. Aucun péage, aucun abonnement, aucun donateur, aucun annonceur. Personne n'achète une seule ligne de ce que nous écrivons, parce que rien ici n'est à vendre. La seconde. Oui, c'est bien ma voix. C'est vraiment la mienne. Mais laissez-moi vous dire comment elle est parvenue jusqu'à vous, parce que je préfère que vous l'entendiez de moi plutôt que de vous poser la question plus tard. Nous n'avons pas de studio. Nous avons un bureau, un téléphone, une quantité de travail considérable et une machine à café qui a connu de meilleures décennies. J'ai donc enregistré ceci comme une personne qui travaille enregistre réellement une chose pareille. Par segment. Les après-midi calmes, dans les interstices entre 2 dossiers. Et je vous le promets, mes amis, si je vous livrais la prise brute, vous et moi serions par terre à rire depuis longtemps. Le souffle au mauvais endroit. La page que l'on tourne. Le niveau qui baisse chaque fois que je me renverse dans ce fauteuil. La couture, là où un segment s'arrête et où le suivant reprend 40 minutes plus tard, à une distance légèrement différente du microphone. Nous passons donc de l'intelligence artificielle sur l'enregistrement pour égaliser les niveaux et adoucir les raccords. Comprenez exactement ce que cela signifie. Et exactement ce que cela ne signifie pas. La machine est une table de mastering et rien de plus. Chaque mot que vous allez entendre a été écrit par Pascal Najati et par moi-même, dans ce bureau, et vérifié par moi à cette table avant de partir où que ce soit. Rien ne quitte cette maison sans avoir été lu. Ce n'est pas un slogan, c'est le métier. Bien. Maintenant que vous et moi nous comprenons. Car ce soir, je vais faire une chose que cette maison n'a jamais faite de toute son histoire. Ce soir, je vais vous faire écouter un appel téléphonique. Il a été enregistré à l'automne 2001. Il n'a jamais été publié. Il n'a jamais été diffusé à qui que ce soit en dehors de ce bureau. Il dure 6 minutes et 49 secondes. Il est monophonique. Il est en 8 kHz. Et il sonne exactement comme ce qu'il est. C'est-à-dire 2 hommes sur une ligne fixe en l'an 2001, à l'époque où un appel transatlantique portait encore un léger souffle, et où l'on entendait l'océan dans le fil. Et cet appel est la raison pour laquelle un gouvernement, à Berne, va passer une soirée difficile, maintenant. Laissez-moi dresser la table correctement, car une dague n'est une dague que si l'on voit où elle entre. Si vous étiez assis dans un amphithéâtre en ce moment même, et que je me tenais devant vous, ce serait l'instant où je poserais mes notes et où je cesserais de jouer les porte-paroles. Ceci n'est pas un bulletin. Ceci est l'histoire d'un jeune homme de 34 ans, porteur d'un plan qui aurait fonctionné.
L'histoire d'une grande compagnie aérienne nationale qui n'avait pas besoin de mourir. L'histoire de 20 000 personnes qui n'avaient pas besoin de perdre leur emploi. L'histoire d'un département fédéral des finances qui a déclaré qu'un certain homme n'avait absolument rien à voir avec une certaine proposition américaine. Et l'histoire d'un carton d'archives à Washington, D.C., qui attend depuis 25 ans de le contredire. Et tout à la fin, l'histoire d'une date sur un calendrier. Le 29 juillet. Retenez cette date. Nous allons marcher jusqu'à elle. Prêt? Alors commençons. La première image. La première chose que vous voyez, avant même de lire un seul mot de cette déclassification, est une photographie que quelqu'un a prise il y a très longtemps et que personne n'était censé publier. L'intérieur d'un jet privé en vol. Cuir crème, un long divan bas courant sur toute la longueur de la cabine, piqué et capitonné. Ce genre de céleri qui était le dernier cri dans les années 1990. Des hublots ovales, blancs et éblouissants de lumière de nuages. Un plaquage de bois poli sur la cloison à l'arrière, chaud, veiné, luisant. Un petit panneau rouge marqué « Exit » au-dessus de la porte. Des ferrures de laiton au plafond. Et allongé le long de ce divan, une chaussure relevée, parfaitement chez lui, un jeune homme en chemise blanche et cravate sombre, pantalon sombre, cheveux bruns ramenés en arrière. Il tient un stylo contre ses lèvres. Il n'écrit pas avec. Il pense avec. En travers de ses genoux, un dossier jaune. Le fameux dossier jaune. Et une partie en a été floutée avant publication, car ce qui est écrit sur cette page n'est ni pour vous, ni pour moi. Il ne regarde pas l'objectif. Il regarde au loin, de cette manière propre à l'homme qui a 3 coups d'avance sur la pièce entière, alors que tous les autres dans la cabine en sont encore au premier. Et posé sur toute la photographie, veillant sur elle, le globe et l'épingle. La marque figurative de Geostrat Agency, LLC. La légende en dessous se lit ainsi. Champ de mine politique et mer difficile, opérant en silence sous la ligne de flottaison pendant 4 décennies, seul, sans personne à qui rendre des comptes et personne à blâmer. Ne jamais manquer un signal, la mission d'abord. Ne laisser personne derrière. Accomplir la mission. L'échec n'est pas une option. Gardez cette photographie en tête. C'est l'homme. C'est la cabine. Et dans une dizaine de minutes, vous allez entendre sa voix, prise presque exactement à cette période de sa vie. Maintenant, les mots. Washington, D.C. Laissez-moi vous dire où il se trouvait avant tout cela, parce qu'on ne peut pas comprendre l'homme sans cette histoire, et parce qu'on ne la raconte presque jamais. En 1985, son père, le banquier international Hussein Ahmad Najadi, disparaît dans les geôles d'un régime arabe hostile, à l'intérieur de ce qui constitue aujourd'hui la zone de responsabilité du commandement central des États-Unis, détenu plus de 15 ans dans un camp du désert, sans inculpation, sans procédure, sans tribunal, sans date. Et dans le même temps, son groupe bancaire international lui est enlevé, au mépris de toute loi et de toute réglementation censée rendre une telle chose impossible. Il en est sorti en juin de l'an 2000, vivant, au terme d'une opération organisée par son fils, et que son fils appelle aujourd'hui encore Najadi Epic Fury. Des amis américains loyaux ont couvert le dernier kilomètre et l'ont ramené chez lui, à Washington, D.C. Et vient ensuite la partie dont personne n'écrit jamais rien, et c'est précisément celle qui a fabriqué l'homme que je suis en train de vous décrire. Un groupe d'anciens officiers supérieurs de la guerre froide, issus de la communauté du renseignement des États-Unis, des hommes qui n'avaient d'obligation envers personne, ont pris un homme brisé de 62 ans et l'ont ramené pas à pas dans la vie ordinaire. Les courses, le sommeil, la conversation, une coupe de cheveux, la mécanique sans gloire du fait de redevenir une personne. Ce fut un acte d'une immense empathie. Et ce fut aussi, que quiconque dans cette pièce l'ait voulu ou non, un apprentissage. Ces hommes ont façonné les instincts et le métier de Pascal Najadi pour le quart de siècle suivant. Il ne l'a jamais nié, il ne les a jamais nommés, et il ne commencera pas aujourd'hui. La longue patrouille. À partir de 1985, il fixe son propre cap et n'en informe personne. Soutenir les États-Unis à sa manière, en banquier d'affaires souverain international, sous une doctrine en 2 clauses, America First, et Peace through Strength, la paix par la force.
Il était adolescent lorsqu'il a pris Ronald Reagan pour étoile polaire, précisément au moment de la vie d'un jeune homme où il a le plus besoin d'un père et d'un point fixe. Il a perdu le père en 1985. Il a gardé le point fixe. Ce qui a suivi fut une ascension abrupte, menée presque entièrement seule. Vice-présidente chez Merrill Lynch & Company, jeune et remarquée, à Wall Street et dans la City de Londres. Puis le couronnement. Executive Director chez Kleinwort Benson à Londres, devenu ensuite Dresdner Kleinwort Benson. Nommé à 29 ans. Le plus jeune de la maison. Siégeant au Management Board. Une correction pour le procès verbal, puisqu'il m'a demandé de vérifier et puisque je vérifie tout. La maison ne date pas de 1789, elle date de 1786, et elle en date d'une manière assez magnifique. Cette année-là, Heinrich Kleinwort s'établit dans le Holstein pour financer le commerce avec l'Angleterre, et Robert Benson rejoint William Rathbone, quatrième du nom à Liverpool, pour commercer avec l'Amérique. 2 familles, 2 pays, une seule année, et une fusion qui ne viendrait que 175 ans plus tard. 240 ans d'âge, et il siégeait à son management board à 29 ans. C'est là qu'il a bâti la stratégie géostratégique de la maison sur les marchés souverains mondiaux, aux côtés de Hans-Georg Hoffmann et de Lord Peter Walker, vice-président de Dresdner Kleinwort et ancien ministre du cabinet sous Heath comme sous Thatcher. La carte allait de l'Eurasie au Proche-Orient, moins les territoires que Najadi décrivait à Lord Walker dans ses propres mots et sans un gramme d'adoucissement diplomatique, comme des nations voyous, puis descendait vers l'Afrique. L'Afrique, il l'a inspectée lui-même, pas depuis une table de conférence en acajou à Londres. Sur le terrain, plusieurs semaines durant, à l'intérieur de la République démocratique du Congo et à l'intérieur de l'Angola, alors que les 2 pays étaient encore en guerre. Il est rentré et il a dit non à sa propre maison. Aucune activité de marchés mondiaux sur ces théâtres, point final, au motif que le risque de réputation et le risque opérationnel étaient follement disproportionnés par rapport à tout rendement envisageable. Un jeune directeur exécutif qui dit à une maison bancaire 2 fois centenaire de renoncer à des revenus, ce n'est pas ce que l'on appellerait une conversation bénéfique pour une carrière. Il l'a eu quand même. C'est tout l'homme en une seule anecdote, et si vous ne devez retenir qu'une chose de lui, retenez celle-là. Ce qu'il a poursuivi, en revanche, c'est ce qu'il appelait ses 3 favorites. Les jeunes États émergents à l'est de Vienne, la Croatie et la Hongrie parmi eux. Des nations qui venaient de sortir de décennies de règne marxiste destructeur imposé par une Union soviétique coercitive et auxquelles on imposait, selon son jugement, une série de conditions draconiennes de la part du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, sous une politique étrangère Clinton qu'il tenait pour manipulatrice. Il a marché sur un fil et il n'a pas lâché une seule fois son allégeance première, la Suisse d'abord. Il a ancré ces nations à Zurich, à l'intérieur de la seule place bancaire internationale neutre au monde. Puis il les a reliés à Londres, à Wall Street et à l'appétit d'investisseurs bien plus vaste qui se trouvaient alors à Tokyo, à Séoul et à Hong Kong. Une dernière entrée appartient à ce dossier, et c'est celle qui referme le chapitre bancaire de sa vie. Octobre 2001. Maintenant, j'ai besoin que vous vous placiez en un lieu précis, à une heure précise, parce que la température de ce moment compte. Nous sommes à l'automne 2001. Les tours de New York sont tombées 5 semaines plus tôt. Et le monde occidental tout entier marche avec les oreilles qui sifflent. Et en Suisse, entre tous les pays, dans le pays le plus ordonné de la surface de la Terre, la compagnie aérienne nationale s'est arrêtée. Pas ralentie, arrêtée. Le 2 octobre 2001, la flotte entière de Swissair est clouée au sol, là où elle se trouve. Des appareils immobiles sur le tarmac de Zurich, de Genève et de Bâle, sans nulle part où aller. Des passagers bloqués sur 4 continents. Et un pays qui avait bâti 90 ans de son image de lui-même sur l'idée que les choses suisses fonctionnent, debout dans un hall d'aéroport, les yeux sur un tableau des départs devenu complètement immobile. Les Suisses l'appelaient la banque volante. Ce n'était pas une plaisanterie sur le bilan, c'était un compliment sur la fiabilité. Et elle venait de cesser de voler. Maintenant. Il y a une photographie dans cette dépêche, exactement à cet endroit, et c'est l'une des images les plus tristes de tout le dossier, à cause de ce qu'elle a signifié autrefois. C'est une affiche ancienne de compagnie aérienne. Années 50. Une jeune hôtesse au premier plan, cheveux sombres, rouge à lèvres sombres, gants sombres, qui vous sourit avec cette assurance particulière d'un pays qui vient de décider qu'il sera excellent en tout. Derrière elle, peinte à la gouache comme on peignait ces choses, avant que la photographie ne prenne le dessus,
la dérive d'un avion, rouge, avec la croix blanche suisse dessus, et en haut, en capitales noires et nettes, un seul mot, Swissair. Au pied de l'affiche, de petites silhouettes en manteau gravissent une passerelle vers le ventre d'un appareil argenté, bagage à la main, en partance pour quelque part qui vaut le voyage. Voilà ce qui était en train d'être perdu. Pas une entité juridique, cela. Et dans ce moment-là, entre un banquier d'affaires suisse de 34 ans, qui siège alors au management board d'une banque d'affaires britannique 2 fois centenaire et qui vient de décider, entièrement de sa propre initiative, qu'il va tenter de la sauver. Document 1. Le 1er octobre. Voici où commence le dossier. Et je veux que vous notiez la date avec un soin réel, parce que la date est tout l'enjeu. Le premier document de l'archive n'est pas une lettre de banque. Il n'émane d'aucune institution. Il est de lui. Imaginez la page. Papier blanc, un peu gris avec les années et avec la photocopieuse. En haut à gauche, en gras, un mot. Confidentiel. Dans le coin supérieur droit, un cercle tracé à la main avec le chiffre 1 à l'intérieur, écrit au stylo à billes, parce que quelqu'un numérotait une liasse de papier sur un bureau, dans l'urgence. Et frappé en diagonale, en haut à droite de la feuille, en énorme capitale grise évidée, ce type de tampon en caoutchouc qui vivait autrefois dans tous les bureaux sérieux d'Europe. Un mot encore. Confidentiel. Le document porte un titre, et le titre vous dit exactement qui l'a écrit, parce qu'aucun banquier au monde n'écrit un titre pareil. Opération entre guillemets, stabilise, maximise. Opération, pas proposition, pas mémorandum, pas document de travail. Opération. Puis, en italique, le résumé exécutif. Et je vais vous le lire, parce qu'il n'a jamais été lu à voix haute en public, et parce que chacune de ces lignes atteint quelque chose. Une combinaison d'actions de relations publiques et de montage de refinancement structuré peut permettre à Swissair de préserver sa propre intégrité opérationnelle et peut éviter un second effondrement du transport aérien suisse qui mettrait la branche, avec un nombre considérable d'emplois, en péril. Puis une note à lui-même, soulignée à la main avec un point d'exclamation entre parenthèses à la fin, une habitude que je reconnais 25 ans plus tard, parce qu'il la conserve encore. Cette opération exige un travail de relations publiques et de médias mené avec précision, en parallèle. Puis le premier intertitre, section 1. Le gouvernement. Berne doit être convaincu d'apporter son soutien. La raison d'une sortie pour Berne réside dans le fait qu'il existe une menace réelle, que l'intégrité opérationnelle du transport aérien de notre pays s'effondre de nouveau. Berne doit être informé, et entre parenthèses, averti, de manière concise. Les émotions autour de ce que l'on nomme le débâcle Swissair doivent être évitées dans toutes les discussions. Rapidement, Berne doit intervenir comme garant et comme superviseur, annoncé comme temporaire, afin de rétablir une confiance de crédit intégrale et mondiale envers Swissair. Et vient alors le point A, et c'est le mécanisme, alors écoutez de près. Berne accepte une garantie d'État, notée AAA, pour la nouvelle liquidité opérationnelle et pour l'ensemble des montages de restructuration et de rééchelonnement de la dette de Swissair. La Banque d'investissement des États-Unis présente en parallèle un plan de rééchelonnement de la dette aux créanciers existants afin d'obtenir leur adhésion. Point B. Parallèlement aux efforts immédiats pour fournir de la liquidité nouvelle et structurer la dette, un programme de cession d'actifs et de réduction de voilure, immédiat mais soigneusement conçu, doit être mis en œuvre. Point C. Et celui-là, il l'a mis en gras sur la page, parce qu'il savait que c'était la phrase que les politiques devraient pouvoir prononcer à voix haute. Le message doit être une affaire d'importance nationale afin de sécuriser l'intégrité opérationnelle du système suisse de transport aérien pour notre pays et pour l'économie nationale. Puis section 2. Swissair. Engager immédiatement des négociations avec une banque d'investissement des États-Unis afin de définir un programme de refinancement et de restructuration portant sur les actifs, sur des titres de dette structurés, sur des flux futurs adossés aux billets et au kérosène, sur la restructuration de la dette existante combinée à de la liquidité nouvelle et sur d'autres solutions de banque d'investissement et de financement d'entreprise. Et en bas à droite de la page, de sa propre main, au stylo à billes, Pascal Najadi. 1er octobre 2001. Et puis la signature. La même signature qui figure aujourd'hui sur tout ce qui quitte ce bureau, 25 ans plus tard. Même inclinaison, même vitesse, même homme. Maintenant, retenez cette date. Le 1er octobre 2001.
parce que la flotte a été clouée au sol le 2 octobre. Il ne réagissait pas au clouage au sol. Il avait un jour d'avance sur lui. C'est le détail particulier que je veux vous voir emporter de ce dossier, et c'est celui que personne n'a encore relevé. Quand vous regardez ce que fait cette maison aujourd'hui, l'avance de publication de 10 à 18 jours, les forward markers posés des semaines avant l'événement, et que vous vous dites « bon, c'est une astuce récente ». Non, ce n'en est pas une. Cet homme le faisait en octobre 2001 sur une machine à écrire avec un télécopieur à 34 ans. Ce n'est pas une astuce, c'est un tempérament. Il a simplement eu 25 années de plus pour s'aggraver. L'appel. Maintenant, ayant écrit ce plan, un homme dans sa position a exactement un problème, et c'est le seul problème qui compte véritablement. Un plan sur le papier est un souhait. Un plan avec un bilan américain derrière lui est une proposition. Il lui fallait une banque d'investissement des États-Unis. Pas une aimable lettre d'intérêt. Une vraie, avec un vrai responsable mondial des marchés de dette, à New York, prêt à engager le nom de la maison en quelques jours. Alors il a décroché le téléphone. Et ce que vous allez entendre, c'est cet appel téléphonique. Pascal Najadi et Glenn Barnes, alors Global Head of Debt Capital Markets chez Merrill Lynch & Company à New York. Un ancien collègue des propres années de Najadi dans cette maison. Deux hommes qui avaient déjà, 2 ans plus tôt, ramené ensemble la jeune République de Croatie du bord de l'effondrement et qui n'avaient donc aucun temps à perdre à établir s'ils se faisaient confiance. Cet enregistrement est resté dans un carton pendant 25 ans. Il est publié aujourd'hui par GeoStrat Agency LLC depuis Washington, D.C. et il est désormais déclassifié. 2 choses à écouter et ensuite je m'efface. La première est la qualité sonore. Et je veux que vous en jouissiez plutôt que de vous en excuser. C'est une ligne téléphonique en 2001, monophonique, 8000 cycles par seconde. Ce son étroit, chaud, légèrement enfermé, que toute personne de plus de 35 ans reconnaîtra dans sa colonne vertébrale. Personne ne l'a nettoyé, personne ne l'a amélioré. Vous entendez le fil. La seconde est la cadence. Et c'est la chose que toute personne ayant travaillé avec M. Najadi identifiera en moins de 30 secondes, parce que c'est celle à laquelle la profession a fini par le reconnaître, et ce n'est pas du tout une cadence de banquier. Ne jamais manquer un signal. La mission d'abord. Ne laisser personne derrière. Accomplir la mission. L'échec n'a jamais été une option. Et une dernière chose. L'appel que vous allez entendre est en anglais. 2 banquiers, une ligne transatlantique, l'automne 2001. Il n'y a pas de sous-titres et il n'y en aura pas. Écoutez le ton plutôt que les mots. Le ton, lui, se traduit tout seul. 6 minutes et 49 secondes. Cet appel a été la clé. Tout ce qui a suivi s'est mis en mouvement à cause de lui. Le voici. Glenn, how are you? Did you see the papers? Okay. I just inform you now what happened in the morning. There is one of the most watched news programs after the news in Switzerland this evening, where the president of the cabin crew, which is in, as you now know, close coordination with the other man, starting to prepare the ground for what we're doing. And the only thing the only message which he will transmit in this very heated discussion today, where all politicians will be there, UBS people will be there, Swissair people, and Crossair people, he will say that the government has its duty. We have a law, by the way, and there's an article that to maintain the operative integrity. Now, what we need on the sketch is the 3 points. We need one. We need to show that we can provide immediate liquidity to maintain a 26-26 operation. 26-26 is the slimmed down global operation of a functioning Swissair. 26 long-haul flights, 26 medium or European flights. Number 2, an immediate debt plan for creditors to stem off the expected wave, of course, of call it a burn run, right? And 3, medium-term outlook or medium-term measures, debt restructuring, downsizing of the company overall, involving overall asset evaluation and spin-off measures. That's more corporate finance, M&A, and medium to long-term, a new medium to long-term concise financing plan or refinancing plan for the company, including, of course, debt restructuring, probably
that restructuring probably goes into the point number 2, I guess, in accordance with the debt plan for creditors. Yeah. I'm meeting. I'm preparing for my meeting with this man tonight at 10 o'clock for tomorrow's meeting at 9:30 in the office of the man. Yeah. I have half an hour tomorrow morning, basically to tell him, okay, you can follow us. We have a solution, provided we can turn around this government towards taking support and responsibility. That has to happen quick between you and me. The operation is threatened to collapse mid next week again. So unless this message comes out, probably over the weekend or Monday, this whole thing the whole country goes into a multi-billion disaster again. That's our argument, by the way. I mean, any macroeconomist looking at countries' macroeconomic, data will confirm that this has a knock-on effect, which goes into billions of dollars over time. Yeah, doesn't look good. Yeah. Okay. So you have the figures there. They are very bad quality. I hope you can read those numbers. Well, I can read most of them. They're not the best quality, but I can get through. There is also one page with the currency conversions applied for the balance sheet. It should be there as well. That's not them. Okay, but it's it should be in there. So are you okay with this? I mean, Yeah. What I'll do is you're the man of the first hour, which means I have to. Comments on your paper here. Yeah. And get them back to you. Is this your number here? The 4141? 377-1859. You're in Zurich. Lucerne. Zurich. Four- 4141 is Bonn. Sorry, is Zug, actually. Well, Zug is 42. Oh, it is. Okay. Now, we're just next to Zug. Yeah, that's correct. The most important thing is, Glenn, that I have a few pieces of paper from you saying, and that's of course provided the government will give the guarantee, the necessary guarantees for the papers needed to get this process going the way you sketch it out. It has to appear like a solution. You understand what I mean? And it has to also appear that you are prepared, that you are ready and able. Because I'm telling you one thing: if the government accepts this, your firm will be on the front pages as the savior of the nation. Huh? Well, I have to meet a conflict check to make sure my firm wants to. Well, Glenn, it's almost unavoidable. Yeah, I know. It's almost unavoidable. If you have the government backing, there's nothing to fear, by the way. No, I'm aware of it. Well, I just wanted to mention that to you, that you know that it's like Croatia. Huh? It's a very similar case here, but much more sensitive because it's a AAA country, Okay. and the whole world is watching what Switzerland is doing regarding its air transport system. This has to work, Glenn. You understand? Yeah, it's important. Yeah, and I don't know. What are your weekend plans? Just talk about that now. What are your plans? Plans on the weekend? Yeah. What are your movements? For the weekend, In general? much. Generally speaking, I'm supposed to be, as you know, in Paris tomorrow. I'm debating whether I can do that or not. Yeah. It's going to be difficult to travel. Yeah. Today I'll be here. Yeah. Friday I have to be here. Yeah. Saturday and Sunday currently no plans. So you could come into an emergency meeting with the government on the weekend. Possibly one day. I could do it in and Yeah, out. of course. No, of course. And Bern has an airport, as you know, and there is Bern, London. There is connections. That's all. Good. I just wanted to have that in my head. So I'll let you now work. I'm at 10. Do you think you'll get through till what time? I'll try to fax this back to you in the next hour or so. In an hour? Yeah, this is just my comments on this. Yeah, but also make a paper of your potential team, as that it's not only a one-man show. Yeah, no, I Give a bit of profile, regarding that, to show that there's a team prepared, that the firm is prepared. Not that I say this is just, it's not a pitch. This is a solution formula. understood. Yeah. Okay. Wait. Thank you. Bye-bye. Ciao. Document 2, le 11 octobre. Bon retour parmi nous. Maintenant.
10 jours après que Pascal Najadi a signé son propre plan. 10 jours. Un télécopieur, à l'administration fédérale des finances à Berne, se met à imprimer. Laissez-moi vous décrire la page qui en est sortie, parce que l'objet physique vous en dit autant que le texte. Tout en haut du bord, à l'envers et inversé comme le sont toujours les en-têtes de télécopie, une ligne imprimée par la machine. 11 octobre 2001, 15h21, et un numéro de Londres. Dans le coin supérieur droit, un cercle tracé à la main autour du chiffre 2. Quelqu'un, dans ce ministère, numérotait les papiers à mesure qu'ils arrivaient. Et puis l'en-tête. Pas un en-tête suisse. Merrill Lynch International. Merrill Lynch Financial Centre. 2 King Edward Street, Londres, Angleterre. Avec une ligne directe et un numéro de télécopie en dessous. Et à gauche, le taureau. Le taureau de Merrill Lynch, tête baissée, dans cette impression noire, dense et massive, qui signifiait quelque chose de très précis dans les années 1990 et au début des années 2000, à savoir que la plus grande maison de courtage des États-Unis d'Amérique venait d'entrer dans la pièce, puis la date, 11 octobre 2001, puis le destinataire, Mr. Peter Siegenthaler, Ministry of Finance, puis, souligné sur sa propre ligne, Private and Confidential, privé et confidentiel. Et puis la première phrase, la voici et je veux que vous écoutiez sa proposition d'ouverture, parce que cette proposition est la raison même de l'existence de ce dossier. Cher Monsieur Siegenthaler, sur la base de certaines informations portées à notre attention lors de conversations récentes avec Monsieur Najadi et compte tenu de notre compréhension de la situation à laquelle fait face aujourd'hui le groupe Swissair, nous saisissons cette occasion pour vous informer que nous sommes heureux et disponibles pour discuter avec vous, si vous le jugez opportun, de notre assistance éventuelle en vue d'un montage de restructuration pour Swissair. Nous notons que la stratégie consisterait à associer le gouvernement, les parties prenantes de Swissair et Swissair elle-même à un processus qui rétablirait la liquidité commerciale de la compagnie, lui permettrait de maintenir un minimum d'exploitation aérienne et placerait ses finances de long terme sur une base saine. Une telle approche impliquerait très vraisemblablement, entre autres choses, un certain volume de soutien gouvernemental limité, une restructuration de la dette et des cessions d'actifs. Nous estimons que certaines conditions devraient être réunies pour qu'un tel programme soit viable. A. L'engagement du gouvernement en faveur d'un dispositif de soutien financier limité, conçu pour garantir la poursuite des opérations et pour que les clients et les créanciers commerciaux conservent leur confiance dans leurs relations avec la société. B. La restructuration de la dette en circulation d'une manière compatible avec la capacité de Swissair à en assurer le service à partir de son exploitation ou d'autres ressources disponibles. C. Un examen des actifs et des passifs actuels et de la capacité à prendre les mesures appropriées de restructuration ou de cession lorsque cela s'avère nécessaire. D. Un examen de la structure actuelle du groupe à la lumière des points A, B et C ci-dessus. E. Le soutien de toutes les parties prenantes significatives du groupe. Les salariés, la direction et les autres. Comme vous le savez peut-être, nous avons déjà travaillé avec Swissair pour l'aider à atteindre certains de ses objectifs financiers et nous sommes prêts, si vous le jugez opportun, à discuter sérieusement d'un plan d'action. La deuxième page expose la puissance de feu, titrisation d'actifs et toute forme de financement structuré, y compris des transactions sur mesure bâties sur des flux futurs et sur des catégories d'actifs illiquides tels que les avions, reconditionnement et titres structurés, dérivés de crédit et arbitrage, transactions à base réglementaire, comptable, contractuelle et fiscale. Et puis cette ligne, celle qui indique à un ministère des Finances qu'on ne lui offre pas une faveur d'ami, mais une machine d'institution. Notre seul département peut mobiliser plus de 40 professionnels en Europe seulement. 40. En Europe seulement, en 19 jours. Puis, au bas de la page. Salutations. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Et une signature qui traverse le papier avec force, à l'encre bleu-noir. Glenn Barnes, Managing Director of Debt Markets. Global Co-Head of Credit Derivatives. Merrill Lynch International. Et sous la signature, en gras, la dernière ligne de la page. Par télécopie. 41-31-322-7549. C'est un numéro bernois, mesdames et messieurs.
Voilà la plus grande banque d'investissement américaine du monde, sur son propre papier à en-tête, qui télécopie au département fédéral des finances suisses, 10 jours après que Pascal Najadi a écrit son plan et qui ouvre sa toute première phrase en le nommant. Des conversations récentes avec M. Najadi. Leurs mots, pas les nôtres. 1999 mots sur la page. Et ce sont ces 5-là qui comptent. Document 3. Le 17 octobre. 6 jours plus tard, le Financial Times de Londres l'imprime. La coupure qui se trouve dans ce dossier a été photocopiée et télécopiée tant de fois qu'elle s'est ramollie sur les bords. Et quelqu'un l'a tamponnée, en orange, d'un seul mot, en bas à droite. Faxed. Au-dessus du bandeau, d'une main suisse, la date en allemand. 17 octobre 2001. Et la référence de page. Page 20. Sous la bannière rose et grise, le titre court sur 3 lignes, d'une colonne de grand format. Le temps presse, si les plans de sauvetage doivent décoller. En dessous, le chapeau. Le rêve de compagnie nationale de la Suisse pourrait exiger une révision radicale, écrit William Hall, le correspondant du journal en Suisse. Hall plaçait Najadi parmi le petit groupe de banquiers d'affaires soumettant des scénarios alternatifs de sauvetage au gouvernement suisse, et il rapportait que Najadi disposait du soutien d'au moins 9 grandes banques d'investissement américaines. 9. Il exposait l'objection de Najadi au plan officiel qui consistait à absorber Swissair dans Crossair. La lecture de Najadi était que Crossair était un solide transporteur régional, mais n'avait ni la capacité d'entretenir et d'exploiter un réseau mondial, ni une marque transférable telle qu'elle. Ce que Najadi voulait, au lieu de cela, c'est que Berne prenne la tête, qu'elle garantisse la liquidité opérationnelle nouvelle, qu'elle achète à Swissair le temps de respirer, dans la ligne de ce que Mario Corti avait déjà proposé, et qu'elle donne à Corti une seconde chance de faire renaître une compagnie nationale des décombres. Et puis le Financial Times a imprimé le forward marker, 14 mots. Le voici exactement tel qu'il a paru. Berne comprendra que le plan Phoenix est bien trop coûteux et opérationnellement contestable. Il avait 34 ans lorsqu'il a dit cela, dans le journal de référence de la City de Londres, avec son propre nom attaché à la phrase. Posez cette phrase sur la table et laissez-la là un instant, car nous allons revenir la chercher. Document 4, le 22 octobre. Et maintenant, mes amis, la pièce que personne n'a jamais lue, 5 jours après le Financial Times, 21 jours après le plan écrit à la main par un homme de 34 ans. 4 pages. Papier à en-tête de Merrill Lynch International. Le taureau en haut à gauche. Merrill Lynch Financial Centre, 2 King Edward Street, Londres. Et sous le pied de page, en minuscules caractères, l'appareil complet d'une institution qui engage sa responsabilité. Enregistré en Angleterre. Siège social, 25 Ropemaker Street, Londres. Filiale de Merrill Lynch & Company Incorporated, Delaware, États-Unis d'Amérique. Membre de l'Autorité des valeurs mobilières et des contrats à terme. Membre de la Bourse de Londres. La date, 22 octobre 2001. Le destinataire, tel qu'il est frappé sur la page. Ministry of Finance, Switzerland. Attention, Mr. Siegenthaler. Et en copie, Mario Corti, Jacqueline Fouz, le directeur général de Swissair, et sa directrice financière. Ce n'est plus une lettre d'intérêt. Ceci est l'offre. Un mot sur la manière dont je vais la lire. Le corps de la lettre, je vous le donne en français, pour que rien ne vous échappe, mais les titres, les fonctions et les termes définis restent en anglais, exactement comme ils sont imprimés sur la page. Restructuring Concept, Managing Director, Debt Markets, Ministry of Finance. Ce ne sont pas des anglicismes de ma part. Ce sont les mots qui étaient réellement sur le papier, et je ne vais pas les traduire pour vous épargner mon accent. Et je vais vous la lire, en entier, parce qu'elle a été tenue sous clé pendant 25 ans, parce que personne en dehors de 3 bureaux ne l'a jamais lue, et parce que chaque paragraphe est une réponse à une chose que Berne a dite ensuite. Mesdames, messieurs, sur la base de certaines informations portées à notre attention et de notre compréhension de la situation actuelle à laquelle fait face le groupe Swissair, si après Swissair ou la société, nous souhaitons saisir cette occasion pour vous exposer une méthode alternative de traitement des difficultés financières actuelles de Swissair. Nous croyons comprendre que Sair Group Holding et certaines de ses filiales significatives, dont notamment Sairlines, Sair Group et Flightlease AG, ont fait l'objet d'une forme de moratoire sur leurs dettes, entre guillemets, Nachlassstundung. Oui,
Vous venez d'entendre une Américaine de Washington, DC, lire un mot de droit suisse alémanique au milieu d'une phrase française. Nous sommes tous très courageux ce soir. En français, on dirait un sursis concordataire. Je reprends. Nous notons que la société a cédé sa participation d'environ 70% dans Crossair à UBSAG et au Credit Suisse Group, et que, conformément au plan Phoenix, certaines activités aériennes de la société pourraient être transférées à Crossair. Nous notons également qu'au lendemain des événements du 11 septembre 2001, le marché des actifs aériens, des appareils et des actifs liés au transport aérien est très faible et se caractérise par des valeurs basses. En conséquence, tout produit tiré de la vente d'actifs de la société non lié au vol sera vraisemblablement modeste. Assumption. Les hypothèses. En préparant la présente lettre, nous avons posé les hypothèses suivantes. 1. Que le plan Phoenix ne soit pas mis en œuvre sous sa forme actuelle. 2. Que la société soit en mesure d'exécuter son plan d'affaires et, en conséquence, de générer des flux de trésorerie disponibles de 550 millions de francs suisses en 2002, 650 millions de francs suisses en 2003 et au moins 700 millions de francs suisses par an par la suite. 3. Que la direction actuelle de la société soit maintenue. Arrêtons-nous une seconde sur ce troisième point, parce qu'il est passé inaperçu pendant 25 ans. La plus grande maison de titres d'Amérique, examinant l'épave de la compagnie aérienne nationale suisse, pose comme condition de son offre que l'on garde Mario Corti en place. New York voulait que l'homme que la Suisse allait transformer en bouc émissaire dirige la compagnie sauvée. Je reprends la lecture. En outre, nous croyons comprendre que la société porte d'autres dettes totalisant environ 2 milliards de francs suisses au titre de sa stratégie d'alliance aérienne, ainsi que des engagements de location opérationnelle d'environ 4,3 milliards de francs suisses. Il convient de noter que la valeur actuelle sur le marché secondaire de la dette obligataire de la société représente environ 10% de sa valeur nominale. 10%. Le marché avait déjà enterré cette compagnie. Retenez ce chiffre, parce que c'est celui qui rend tout le reste possible. Restructuring Concept, le concept de restructuration. Nous proposons que la société échange ou modifie contractuellement les termes de sa dette, de telle sorte que la ponction du service de la dette sur la société soit fortement réduite. La nature des modifications serait sévère et comporterait 5 éléments principaux. Premièrement, l'échange de la totalité ou d'une part substantielle de la dette, décrite ci-dessus contre des unités à émettre par la société. Chaque unité serait composée, à valeur nominale égale, premièrement, d'instruments de dette à 25 ans garantis par le gouvernement suisse quant au principal seulement, assortis d'un coupon de 1% par an pour 2002 et 2003, s'élevant graduellement à 3% par an par la suite. Et deuxièmement, d'actions privilégiées convertibles assorties d'un dividende de 1% et du droit, pour le porteur, de convertir en actions ordinaires de la société avec une prime par rapport au cours actuel. La valeur actuelle de la garantie portant sur le seul principal de la dette nouvelle représenterait environ 47% de la valeur nominale de cette dette, soit 23,5% de la valeur nominale de la dette actuellement en circulation. Cet échange serait proposé aux porteurs de la dette de marché existante, aux prêts bancaires et à certaines autres obligations de la société. Deuxièmement, les engagements de location seraient réduits d'environ 1/3 par l'effet de la réduction de flotte prévue par le plan opérationnel de la direction. Il convient de noter que de telles réductions donneraient lieu à des pénalités de résiliation qui pourraient, le cas échéant, être réglées sous la forme des unités décrites ci-dessus. Troisièmement, les engagements de location courants devraient être modifiés afin de réduire ou de restructurer les paiements. Cela est nécessairement plus difficile que de modifier la dette obligataire et bancaire. Toutefois, compte tenu de la faiblesse actuelle du marché des appareils, nous anticipons que les sociétés de location pourraient être disposées à négocier des concessions plutôt que d'affronter un scénario de liquidation. Quatrièmement, afin de disposer du temps nécessaire pour mettre en œuvre les éléments précédents du concept, la société aura besoin de liquidités immédiates. Cette liquidité serait fournie par une émission de dette de marché à long terme de la société, garantie quant au principal et aux intérêts par le gouvernement suisse. À supposer que le restructuring concept soit mis en œuvre,
la société émettrait des bons de souscription ou une autre forme de participation en capital au bénéfice du gouvernement suisse, en contrepartie de l'octroi de cette garantie. Sous réserve du droit suisse de la faillite, Merrill Lynch s'efforcerait de structurer la facilité de liquidité de manière à ce que, si pour quelque raison que ce soit le concept de restructuration ne pouvait être mis en œuvre, les intérêts du gouvernement suisse soient protégés. Cinquièmement, il est également recommandé que la société examine la possibilité de titriser les flux de trésorerie d'une ou de plusieurs de ses filiales significatives, par exemple Gate Gourmet. Cela aurait pour effet de lever les liquidités nécessaires à la réduction de la dette, tout en préservant la participation de la société, de sorte qu'elle puisse bénéficier de toute reprise de la valeur de cette filiale. En outre, le produit de la titrisation serait très probablement traité comme un financement hors bilan. Sur la base d'un tel cours d'action, la présente proposition réduirait la charge annuelle du service de la dette d'environ 40 à 60% par rapport aux niveaux actuels pendant au moins 3 à 5 ans, ce qui donnerait à la direction de la société le temps suffisant pour générer un flux de trésorerie disponible accru, suffisant pour rembourser et refinancer la dette et pour maintenir un niveau raisonnable de dépenses d'investissement. La valeur actuelle du rehaussement de crédit gouvernemental serait d'environ 2,5 à 3,5 milliards de francs suisses. Mais celui-ci, premièrement, serait consenti sans décaissement, deuxièmement, constituerait un engagement conditionnel pour une durée n'excédant pas 25 ans, et troisièmement, ne serait jamais appelé si la société se redresse. Écoutez encore cette phrase, parce que c'est le cœur du dossier, et parce qu'elle est écrite en anglais, sur du papier américain, en octobre 2001. Ne serait jamais appelé si la société se redresse. Pas un franc du contribuable suisse ne quitte le trésor tant que la compagnie vole. La garantie est une signature, pas un chèque. Je poursuis. Il apparaît également que les caisses de pension du personnel sont substantiellement surcapitalisées. Avec le consentement des employés concernés, il pourrait être possible pour ceux-ci de prendre une participation significative au capital ou une position de créancier. Vous savez peut-être que United Airlines, alors qu'elle traversait une détresse financière comparable, a été sauvée par une injection de capital importante provenant des caisses de son personnel, ce qui a fait de United l'une des plus grandes entreprises contrôlées par ses salariés au monde. Les résultats. La présente proposition atteint les objectifs décrits ci-dessus, en particulier, elle. 1. Maintient le statut de Swissair comme grande compagnie européenne intercontinentale et celui de Zurich comme plateforme intercontinentale. 2. Limite le soutien financier du gouvernement suisse. 3. Évite les cessions d'actifs dans les conditions de marché déprimées du moment. 4. Minimise les effets défavorables sur les marchés suisses des capitaux et sur le marché bancaire suisse. 5. A toute chance d'être soutenu par les principaux groupes de salariés et par les autres parties prenantes de la société. Merrill Lynch Role. Le rôle de Merrill Lynch. Nous proposons que Merrill Lynch soit désigné conseil financier de la société, de l'administrateur du sursis et ou du gouvernement suisse, et mandaté pour mettre en œuvre le restructuring concept décrit ci-dessus. Le rôle de Merrill Lynch serait intégralement défini dans une lettre de mission et impliquerait de conseiller sur chaque aspect du restructuring concept et d'accomplir tous les actes, y compris et sans limitation, la négociation avec les créanciers existants, la mise en place du financement de liquidités et l'organisation de toutes les autres opérations envisagées par le concept nécessaires à sa mise en œuvre réussie. Les données financières qui sous-tendent le concept décrit ci-dessus reposent sur des données rendues publiques par la société et sur d'autres sources publiquement disponibles. En conséquence, la structure décrite ci-dessus devrait être ajustée pour correspondre à la situation financière exacte et actuelle de la société. Comme vous le savez, les opérations envisagées dans la présente lettre seraient soumises, entre autres, à des conditions de marché satisfaisantes, à l'achèvement des diligences, à un accord sur les termes de la restructuration proposée et à la signature d'une documentation définitive sous une forme mutuellement satisfaisante. La présente lettre n'a pas vocation à constituer et ne saurait être interprétée comme un engagement ou un accord relatif à la restructuration proposée et ne crée aucune obligation ni responsabilité dans le chef de Merrill Lynch ou de l'une quelconque de ses sociétés affiliées d'agir en qualité de conseil ou de fournir, placer, garantir ou participer à un financement quelconque.
La présente lettre n'aborde pas l'ensemble des termes et conditions de la restructuration, mais entend fournir un concept préliminaire d'opération sur la base duquel une restructuration pourrait être conçue et mise en œuvre. La présente lettre est établie à votre seul bénéfice, et aucune autre personne ni entité ne peut s'en prévaloir. Merrill Lynch ne saurait être tenu responsable envers vous ou envers quiconque de tout dommage qui serait allégué du fait de la présente lettre. Sauf disposition légale contraire ou consentement écrit de Merrill Lynch, vous n'êtes pas autorisé à montrer ni à faire circuler la présente lettre auprès de quelque personne ou entité que ce soit, autre que vos conseils juridiques ou la société et ses conseils juridiques. Écoutez bien cette clause et souriez avec moi une seconde. Vous n'êtes pas autorisé à montrer ni à faire circuler la présente lettre. 25 ans plus tard, elle circule. Elle circule en français, dans vos écouteurs, ce soir. Et elle ne circule pas parce que quelqu'un a trahi une confidence. Elle circule parce que l'homme qui figurait sur la liste de diffusion en détenait légitimement son exemplaire depuis le premier jour. La lettre s'achève ainsi. Nous vous remercions de votre attention et espérons sincèrement que vous trouverez notre proposition utile et appropriée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou observations concernant le contenu de la présente lettre. Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs. 2 signatures. 2 directeurs généraux. 2 départements. À gauche, Nicolas Rally, Managing Director, Investment Banking. À droite, cette signature massive qui traverse la page, celle que vous reconnaissez maintenant, celle qui était déjà sur la lettre du 11 octobre. Glenn Barnes, Managing Director, Debt Markets. Et puis, en bas à gauche, sous les 2 signatures, en tout petit, sur une seule ligne, 2 lettres et 2 mots. Copie, Pascal Najadi. Voilà. Voilà la ligne. La plus grande maison de titres d'Amérique adresse au département fédéral des finances suisse une offre ferme de restructuration en 4 pages. Elle met en copie le directeur général et la directrice financière de la compagnie aérienne nationale, et sur la même ligne de diffusion, sur le même papier, dans la même encre, elle met en copie un banquier suisse de 34 ans. Et quelques semaines plus tard, l'entourage du ministre des Finances d'alors laisse entendre publiquement que cet homme n'avait rien à voir avec la proposition de Merrill Lynch. Rien à voir. Il était sur la liste de diffusion. Et puis Berne a répondu. Berne a rejeté le plan en novembre 2001, invoquant une exposition fédérale supplémentaire et des délais considérables. C'est une décision. Les décisions sont permises. Les gouvernements en prennent, parfois mauvaises. Et l'histoire fait le tri ensuite. Ce n'est pas l'objet de ce dossier. Ce dossier porte sur ce qui a été dit après. Parce que le bureau du ministre des Finances d'alors, dans sa naïveté, a laissé entendre publiquement que Pascal Najadi n'avait rien à voir avec la proposition de Merrill Lynch. Qu'il n'y était aucunement lié. Vraiment. Sérieusement. Posons simplement les 4 feuilles sur le bureau côte à côte et regardons-les ensemble, le 1er octobre. Son propre plan d'opération, signé de sa main, tamponné confidentiel, un jour avant l'arrêt de la flotte, le 11 octobre. Merrill Lynch International, sur son propre papier à en-tête, télécopié au département fédéral des finances, privé et confidentiel, première phrase, des conversations récentes avec M. Najadi, le 17 octobre. Le Financial Times de Londres, page 20, qui le nomme, qui le cite, et qui rapporte le soutien de 9 maisons d'investissement américaines. Le 22 octobre. L'offre ferme en 4 pages, adressée au ministère, en copie au directeur général et à la directrice financière de Swissair, et en copie à Pascal Najadi. Et ensuite un ministère qui déclare qu'il n'avait rien à voir avec tout cela. Les archives disent la vérité, et nous détenons les reçus, ici à Washington, D.C. Sur ce point, et sur bien d'autres encore, comme vous le verrez, c'est tout l'intérêt d'une biographie. Elle devient considérablement plus intéressante lorsque la vérité arrive parée des documents et des photographies qui étaient là au moment des faits. Je ne vais pas hausser le ton là-dessus. Je n'en ai pas besoin. Le papier parle plus fort que moi. 8 coupures de presse, chaque titre nommé. Il y a une dernière image dans cette section, et c'est la chose la plus froide de toute la dépêche. Un fond bleu marine profond, presque noir. En haut, en capitale blanche, un titre. Swissair. Les titres de presse. En dessous, un mince filet doré et une ligne en italique. 8 coupures. Chaque titre mot pour mot. Chaque organe de presse nommé.
Et ensuite, 8 coupures de journaux déchirés, disposées en 2 rangées de 4, blanc crème sur le bleu marine, chacune avec son bord dentelé, chacune avec le nom du journal en petite capitale en haut et la date au pied. Première rangée. Financial Times. Le temps presse si les plans de sauvetage doivent décoller. William Hall. 17 octobre 2001. Page 20. Et une barre rouge sur le côté de celle-là, parce que c'est celle qui a tout déclenché. University Daily Kansan, repris sur le fil américain. Swissair cloue ses vols au sol. Les voyageurs restent dans les abris. Octobre 2001. Knowledge at Wharton. Comment Swissair s'est retrouvé en difficulté. 24 octobre 2001. Et puis Swiss Info, le service suisse de radiodiffusion, rendant compte de l'enquête Ernst & Young en 2002. Et le titre tient en 6 mots. Le clouage au sol de Swissair aurait pu être évité. Deuxième rangée. Swiss Info de nouveau. 1er octobre 2002. La débâcle Swissair laisse encore un goût amer. Gulf News, 2006. La Suisse retire sa cotation, fin d'une ère glorieuse. Et dans la marge, une phrase tirée de cet article. Un jour noir de honte nationale. Swiss Info, 10 ans après, 2011. Fin d'un mythe. Et la dernière. La Neue Zürcher Zeitung, le journal de l'establishment suisse, celui qui serait le tout dernier au monde à dire un mot aimable d'un homme qui a embarrassé Berne. 7 octobre 2021. Marc Tribellorn. Mario Corti a tenté de sauver Swissair et il en est devenu le bouc émissaire. Et sous ces 8 coupures, en italique, la ligne qui clôt le dossier. Du clouage au sol du 2 octobre 2001 jusqu'au verdict rendu 20 ans plus tard. L'enquête Ernst & Young a conclu que l'argent nécessaire pour maintenir la compagnie en vol était bel et bien disponible. Pascal Najadi l'avait dit dans le Financial Times le 17 octobre 2001. 20 ans. Il a fallu 20 ans à l'establishment suisse pour arriver à la position qu'un homme de 34 ans avait publiée en page 20 du Financial Times avant que les feuilles ne tombent des arbres. Le bilan des dégâts. Faisons donc l'arithmétique que Berne n'a pas faite. Plus de 50 milliards de dollars des États-Unis et plus de 20 000 employés de Swissair sur le pavé. Tout cela évitable, et évitable avec élégance par la solution américaine qu'il avait apportée sur la table par l'intermédiaire de Merrill Lynch. Et voici la partie qui devrait faire reposer sa tasse de café à un contribuable suisse. C'était gagnant des 2 côtés de la table. Dans la structure, Berne aurait reçu des options d'achat sur la hausse de la nouvelle Swissair. Des instruments dont la détention n'aurait rien coûté à la Confédération. Et qui aurait offert aux contribuables suisses une plus-value à mesure du redressement de la compagnie. Swissair aurait continué de voler. Elle serait restée en main suisse, et elle aurait volé sous la direction de son ami, le docteur Mario Corti. Le héros tue de toute cette affaire. Un homme qui a hérité d'une catastrophe qu'il n'avait pas construite et à qui l'on a remis la facture malgré tout. Les passagers l'appelleraient encore la reine des cieux. Neutre, sûre. Et, soyons francs, 5 étoiles face à la sensation médiocre et à la teinte Lufthansa de la cabine suisse d'aujourd'hui. Au lieu de cela, Berne a choisi Phoenix. Crossair est devenue Swiss International Airlines en 2002. Elle n'a jamais dégagé de bénéfices. Et en 2005, elle a été vendue à Lufthansa. Relisez cette phrase de 14 mots parue dans le Financial Times, puis relisez les 4 années qui l'ont suivi. Je lui ai demandé un jour si cela le frustrait encore. Tout cela, après toutes ces années. La réponse est revenue, l'œil froid. Mais autre chose a traversé son visage à ce moment-là. Et il l'a dit doucement, en travers du bureau, presque pour lui-même. On ne peut pas les gagner toutes, Yael. On ne peut pas les sauver tous. Ainsi va la vie. Triste, mais vrai. Il avait 34 ans. 2 ans plus tôt, il y avait eu une république. Et je veux poser une chose de plus à côté de cela, parce qu'un homme n'est pas seulement fait de ses défaites, et parce que les 2 mêmes voix que vous venez d'entendre sur cette ligne téléphonique avaient déjà gagné une fois. Au printemps 1999, la North Atlantic Treaty Organization ouvre sa campagne de bombardement au-dessus de Belgrade. Et la jeune République de Croatie, sortie de sa guerre de défense, juste à côté, qui n'avait absolument rien fait à personne, entre en récession pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la Croatie. Les marchés internationaux de l'emprunt se ferment à Zagreb. La côte adriatique se vide des recettes touristiques, qui étaient la principale source de devises du pays. Le chômage dépasse 15%. Le système bancaire est visiblement sous tension.
Pascal Najadi était alors Executive Director au Management Board de Dresdner Kleinwort Benson. Il avait 31 ans. Lui et Glenn Barnes ont ramené cette république du bord de l'effondrement. Ils ont fixé le prix et lancé un eurobond souverain environ 2 semaines avant le début des bombardements, avec une marge d'erreur égale à 0. C'est la raison pour laquelle, 2 ans plus tard, lorsqu'il lui a fallu New York au bout du fil dans l'urgence, personne n'a eu besoin d'être convaincu de quoi que ce soit. Vous avez entendu à quoi cela ressemble. Voilà ce que l'on entend quand 2 personnes ont déjà accompli l'impossible ensemble une fois et qu'elles décrochent simplement de nouveau le téléphone. Pourquoi il fait surface maintenant? Et où? Voici ce que les gens comprennent de travers. Il n'est pas revenu. Il n'est jamais parti. Il est resté dans ce port tout ce temps, immergé, au meilleur sens du terme. Pour protéger un soutien privé à America First et à Peace Through Strength, un soutien qui n'aurait strictement rien valu pour personne s'il avait été annoncé. Personne n'a été surpris de sa remontée en surface, sauf le public. Ses mentors et alliés de longue date à Washington, D.C., savaient exactement où se trouvait le bateau. Il fait surface maintenant parce qu'il est, pour la première fois de sa vie, libre et quitte de toute obligation. Il ne répond qu'à lui-même, et au Seigneur, et à rien d'autre. Et il entend consacrer les années qui lui seront accordées à la seule chose pour laquelle il a toujours été le meilleur. Dessiner le tableau. Capter signal over noise. Et poser des forward markers sur la rationalité géostratégique qui le conduit depuis 1985. Il énonce la conviction qui sous-tend tout cela avec une autorité durement acquise. Et je vais l'énoncer dans ces mots plutôt que dans les miens. Seuls des États-Unis forts, sains et prospères peuvent maintenir en place la paix par la force, peace through strength. Une Amérique forte n'est pas seulement l'étoile polaire des Américains. Elle est la condition préalable pour être un ami et un partenaire fiable pour tous les autres. Pour le respect mutuel et pour la croissance sociale et économique parmi les alliés et les amis qui partagent notre héritage judéo-chrétien. La vie, la famille, l'esprit, le lien, les principes démocratiques partagés, la liberté d'expression, la liberté de choix et une société de marché libre fondée sur le mérite. Cet héritage est inscrit dans nos constitutions. Il était inscrit dans notre civilisation bien avant cela. La manière dont nous avons travaillé. Avant de vous emmener vers la dernière partie de ce dossier, laissez-moi vous dire quelque chose des 6 derniers mois à ce bureau, parce qu'on nous le demande et que nous n'y avons jamais vraiment répondu. Le tempo a été brutal, comprimé d'une manière que je n'avais jamais connue dans ma vie professionnelle. Il y a eu des semaines où un forward marker partait un lundi et où le monde le rattrapait un vendredi. Et où, à ce moment-là, nous étions déjà 3 marqueurs plus loin sur la route et personne n'avait dormi correctement. Sous audit indépendant, notre tempo de publication a obtenu un composite de 8,5 sur 10 et a couru avec une avance mesurée de 10 à 18 jours sur 9 grands organes de presse occidentaux. 10 à 18 jours. Ce n'est pas une erreur d'arrondi. Sur certaines séquences d'Epic Fury, l'avance a été plus grande encore. Et je vais vous dire ce qui arrive quand on se trouve constamment aussi loin devant les agences de presse, parce que c'est la partie la plus drôle de ce métier et que personne ne vous en avertit. Les gens commencent à se demander comment vous savez. Nous avons été lus avec une très grande attention, par des salles entières de gens dont le métier est de remarquer les motifs, et l'on me rapporte de sources sûres que, quelque part dans ce processus, notre petite boutique de 2 personnes sur K Street a brièvement été enregistrée comme quelque chose méritant un second regard. Drapeau rouge, telle est l'expression qui nous est revenue. Des drapeaux rouges. Je veux rassurer tous les esprits, en public, et pour le procès verbal. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de canal, il n'y a pas de murmure dans un parking. Il y a un homme qui lit ce trafic depuis 40 ans, une carte murale, une quantité considérable de matériel en source ouverte que n'importe qui sur cette terre peut télécharger gratuitement, et un tempérament qui lit le 2e et le 3e coup pendant que le reste de la profession en est encore à confirmer le premier. Voilà toute l'astuce, c'est ennuyeux, c'est parfaitement légal. Et vous pourriez le faire aussi, si vous acceptiez d'être aussi patient aussi longtemps. Et disons-le clairement, puisque c'est notre règle permanente. Toute tentative, de la part de quelque élément que ce soit, d'approcher ce bureau avec des informations dites confidentielles ou classifiées, sera immédiatement signalée aux agences compétentes dans l'orbite de l'Office of the Director of National Intelligence. Cela n'a jamais changé, et cela ne changera jamais. Nous ne courons pas après l'actualité,
Nous l'annonçons avant qu'elle n'éclate, et nous laissons les horodatages le prouver. Le 29 juillet. Maintenant, la date. Et je vais la manier avec soin, parce qu'il ne m'appartient pas d'en parler à la légère. Le 29 juillet 2026, à 10 heures du matin, heure de l'Est, le docteur Anthony Fauci doit témoigner en public devant le Senate Homeland Security and Governmental Affairs Committee, la commission de la sécurité intérieure du Sénat des États-Unis. Sous assignation. Délivré par le président de la commission, le sénateur Rand Paul, du Kentucky, après que le docteur Fauci s'est retiré d'un accord de comparution volontaire. Je dois dire la phrase suivante, et je la dis à chaque fois. À la date de l'enregistrement de ce dossier, cette audition est programmée, et elle n'a pas encore eu lieu. Le sénateur a déclaré publiquement que le docteur Fauci pourrait encore choisir de contester l'assignation devant les tribunaux. Un événement programmé n'est pas un événement accompli, et cette maison ne brouille cette ligne pour personne, y compris pour elle-même. Mais c'est une audition publique. Elle sera retransmise en direct. Et elle se tient à 10 jours de l'endroit où vous et moi nous tenons. Ce qui l'a inscrite au calendrier, c'est ceci. Le 19 juin 2026, lors de son dernier jour en fonction comme Director of National Intelligence des États-Unis, Tulsi Gabbard a déclassifié et publié plus de 1600 pages. 1600 pages de communications internes de la communauté du renseignement et de documents de travail des premiers mois de la pandémie. Son objectif déclaré était d'exposer le financement de recherches dangereuses au laboratoire de Wuhan et la mise en forme du récit sur les origines par la suite. Ce sont ces caractérisations de ce que montrent ces documents, et je les lui attribue avec précision, parce que plusieurs grands organes de presse ont publiquement contesté cette lecture, et parce que cette maison vous dit quand une chose est contestée, plutôt que d'espérer que vous ne le découvriez pas. Ce qui n'est contesté par personne, c'est l'acte lui-même. Les pages sont dehors. Elles sont en anglais. Elles sont horodatées. Elles sont téléchargeables par n'importe quel être humain de cette planète, disposant d'une connexion. Et c'est la chose sur laquelle M. Najadi revient sans cesse, et c'est l'observation la plus aiguisée de tout ce dossier. La déclassification n'est pas un verdict, c'est un changement de juridiction. Elle sort une question d'un compartiment fermé où 3 personnes peuvent en débattre, et elle place cette question dans une pièce où il y a une caméra, un microphone, un serment, et un sénateur avec un dossier. La femme discrète a déverrouillé une porte en quittant le bâtiment. Lorsque Tulsi Gabbard a publié ce dossier, elle a laissé tomber une épingle, et on l'a entendu toucher le tapis. Maintenant, pour une famille de cette ville, le 29 juillet est déjà une date fixe. Elle l'est depuis 13 ans. Le 29 juillet 2013, dans un parking de Lorong Selong, au centre de Kuala Lumpur, en plein jour, Hussein Ahmad Najadi a été abattu à bout portant de 2 balles de 9 mm. Le père qui avait passé 15 ans dans un camp du désert, qui était rentré chez lui à Washington en l'an 2000, que des hommes qui ne lui devaient rien avaient ramené dans la vie ordinaire, une coupe de cheveux à la fois. Il a récupéré 13 ans de cette vie, et puis quelqu'un lui a pris le reste dans un parking. Cette année, l'anniversaire est le 13e. Et à cette même date, à 10 heures du matin, dans une salle d'audition du Sénat des États-Unis, un homme doit s'asseoir à une table et répondre sous serment à des questions sur l'origine d'une pandémie qui a tué plus d'1 million d'Américains. Il n'existe aucun lien de causalité entre ces deux choses. Monsieur Najadi n'en a jamais tracé un, et je n'en tracerai pas un pour lui. Il est bien trop discipliné pour cela, et cette maison aussi. Ce qu'il y a, c'est une coïncidence du calendrier qui frappe plus durement un homme qu'elle ne frappera quiconque d'autre regardera cette audition. Il l'a qualifié de point d'inflexion le plus historique pour lui-même et pour sa famille. Et il avait dit le reste il y a des années, en direct, pour le procès-verbal. Depuis un studio de diffusion de RT, à Washington, D.C., en utilisant la télévision satellitaire du Kremlin lui-même pour sa promotion du président Trump et de la doctrine America First et Peace Through Strength. RT n'avait aucune idée de ce qui arrivait. Il a saisi le moment, à l'improviste, à la surprise considérable des Russes. Il était reçu par l'ancien officier de la Central Intelligence Agency, John Kiriakou, qui animait alors son émission au sein de ce réseau, à quelques rues d'ici, là où je suis assise, en train d'écrire ces lignes. Et ce qu'il a dit sur leur satellite, à leurs frais, tenait en 4 mots. Les conséquences vont suivre. C'était il y a des années. Nous sommes aujourd'hui le 19 juillet 2026. Je vais m'arrêter exactement là. Soyez au rendez-vous. C'est une audition publique. Il est temps que vous sachiez. Une longue pause, puis le second acte.
Après 4 décennies, et après la montée en puissance jusqu'à ce crescendo, M. Najadi et sa dynamique et bien-aimé Coco prennent à présent une longue pause, largement méritée. Le bateau est amarré au 1500 K Street Northwest, ce qu'il appelle le port final, et il va rester amarré un moment. Il reprendra du service, et quand il le fera, l'arc s'allongera plutôt qu'il ne se raccourcira. Il y a une image à cet endroit de la dépêche, et je vais la décrire parce qu'elle est de l'été pur et de la défiance pure. Une large plage, un ciel bleu du Pacifique. 4 jeunes femmes en chemise blanche et en jean, pieds nus, saisies en plein saut, un drapeau américain flottant derrière elles, la tête renversée en arrière, riant. Elles tiennent une banderole entre elles, et la banderole dit « Opération Economic Fury, force, prospérité, liberté », avec un taureau à la charge, une silhouette de ville, une courbe ascendante et le globe. Voilà le second acte. Et laissez-moi être exact sur ce qu'il est et sur ce qu'il n'est pas, parce que la précision compte ici plus que le drame. C'est la campagne éditoriale et analytique de Geostrat Agency LLC. Ce n'est pas une opération gouvernementale. Nous ne parlons au nom d'aucun gouvernement, et aucun gouvernement ne parle en notre nom. Ce qu'elle fait, c'est amplifier le travail et les signaux divulgués, si et quand ils le sont, par le Secretary of the Treasury Scott Bessent et par le Secretary of State Marco Rubio, pour exposer l'architecture bancaire de l'ombre à l'échelle mondiale, et les facilitateurs illicites qui financent les nœuds terroristes, les réseaux terroristes et les cartels. Et le forward marker bouge déjà. Le 16 juillet 2026, le secrétaire Rubio a convoqué une réunion ministérielle au département d'État sur la résurgence du terrorisme politique, avec des délégations de 67 pays. Le Secretary Besson s'y est adressé directement à la question de l'argent. Le Treasury élargit sa traque des organisations qui détournent les structures caritatives et à but non lucratif comme véhicule de financement illicite. Rubio a enchaîné avec une politique de visa visant ceux qui financent ces réseaux, y recrutent ou leur fournissent une logistique. Suivre l'argent, puis fermer la porte. Voilà la doctrine, énoncée en public, par les 2 responsables qui peuvent effectivement l'exécuter. L'échelle n'est pas contestée, et ce n'est pas un chiffre marginal. Les Nations Unies estiment la somme blanchie chaque année, à travers le système financier mondial, à environ 1600 milliards de dollars des États-Unis, environ 2,7% du produit intérieur brut mondial. Moins d'1% de cette somme est jamais saisie. Ce fleuve-là achète la coercition, les meurtres et les moyens d'existence volés de centaines de millions de personnes. Et il le fait à une cadence industrielle. Pourquoi il s'en donne la peine? À cause des enfants. Et il n'est pas sentimental en le disant. L'avenir d'un enfant ne commence pas aujourd'hui, et il ne commence pas demain. Il a commencé hier, à l'instant où nous avons pris la responsabilité de mettre cet enfant au monde, dans un monde compliqué. L'enfant n'a pas eu son mot à dire, et n'avait aucune option à comparer. Il est arrivé par un acte d'amour entre 2 personnes, et à partir de cet instant, l'obligation nous appartient entièrement. Lui apprendre à marcher, puis à courir, puis à nous dépasser. Plus vite et plus fort que nous ne l'avons jamais été. Voilà à quoi l'évolution était censée ressembler. Libre et nette, les ailes déployées comme un aigle américain, parti repousser une frontière quelque part où nous ne sommes jamais allés. Mars est la prochaine escale. Garder cet esprit et cette vision à l'esprit. Penser aussi grand est un trait proprement humain et un don proprement américain. Une clause n'est pas négociable dans tout cela. Chacune de ces personnes est un individu respecté, jamais un collectif. Le collectif est la forme fasciste dans chacune de ces espèces, et il doit être refusé à tout prix. La dignité de l'individu se tient au centre exact de la bonne cause, et tout le reste de ce que nous publions en découle. Il y a ici une photographie de l'endroit où ils vont se ressourcer. Une abbaye du XIIIe siècle au crépuscule. Des murs ocre et couleur de miel, des volets verts, un toit de tuiles rouges. Un magnolia de la taille d'une maison qui s'étend sur la cour. Une margelle de pierre au milieu d'une pelouse. Des fauteuils en osier et un parasol vert replié. Et au-dessus de tout cela, un ciel qui vire au violet et au rose, avec la dernière lumière qui accroche le haut du mur. Le silence y était une discipline, pas une punition. Platon avertissait, au livre 8 de la République, que la tyrannie naît naturellement de la démocratie.
La démocratie n'est pas un bien dont on hérite. C'est un entretien, fait par nous tous ou pas fait du tout. Et notre principal dit le reste, plus simplement, que je ne saurais le faire. La vie est un choix. Nous portons les conséquences de nos choix, bons ou mauvais. Et la stupidité est un choix elle aussi, aujourd'hui ouvertement exposée par le Parti démocrate marxiste autoproclamé aux États-Unis, et elle doit être évitée à tout prix. La plus jeune personne de cette maison. Avant de vous laisser partir, je veux vous présenter quelqu'un, parce qu'elle l'a mérité et parce qu'elle ne le demanderait jamais. Caroline est le plus jeune membre de notre équipe, et elle travaille, exactement comme moi, entièrement bénévolement. Elle porte une grande part du montage des écrits de Pascal Najadi et des films de contexte qui passent sur la chaîne YouTube de Geostrat Agency LLC. Montés selon ses indications et ses notes chorégraphiques, plan par plan. Et cette dernière partie compte. Monsieur Najadi est un cinéaste accompli à part entière. Il a été producteur du long-métrage Grounding, Les derniers jours de Swissair, réalisé 5 ans après que le plan de sauvetage dont vous venez d'entendre les documents eût été écarté. C'est le récit de la manière dont la compagnie aérienne nationale de la Suisse a été discutée, financée et négociée jusqu'à sa perte, alors que presque tout le monde dans la pièce croyait la sauver. Il est sorti le 19 janvier 2006 dans une 50aine de villes suisses simultanément. Il a réuni plus de 50 000 entrées dès son premier week-end et a terminé l'année à 378 000, le film suisse le plus vu de 2006, dans un pays de 7,5 millions d'habitants. On le regarde depuis lors moins comme un film catastrophe que comme une étude de cas sur la manière dont une grande institution échoue réellement, lentement, en réunion, sur le papier, et avec des manières impeccables. Il prend un plaisir réel à transmettre ce métier à la génération qui monte derrière lui, non pas en lui faisant la leçon, en le lui mettant entre les mains, dans la salle de montage, sur la ligne de temps, là où cela s'apprend vraiment. Le jour, Caroline est étudiante en sciences politiques et en relations internationales, ici, à Washington, D.C. C'est un talent américain dans plus d'une direction, et elle n'en met aucune en avant. Ce qui m'amène à l'autre chose qu'elle fait. À 18 ans, Caroline est sans doute la disc jockey la plus affûtée et la plus cool de la capitale fédérale. Sa playlist s'appelle The Silent War, version 3, 199 morceaux de deep house et de house mélodique venus de Washington, D.C., conçus pour l'après-travail, pour le week-end et pour la longue route. Ben Böhmer, Tin Licker, Alien Fur, Jan Blomqvist, Sultan and Shepard, Clan Carousel, sérieuse, sans hâte, magnifiquement séquencée. Ce n'est pas de la musique d'ambiance et ce n'est pas du bruit. Quelqu'un a prêté une attention très soutenue à la manière dont se construit un signal. Elle mixe comme passe-temps, pour décompresser, en parallèle du karaté et, quand le temps libre le permet, ce qui est rare, d'un parcours de golf avec ses parents. Elle est pleine de rêves d'aider le rêve américain à avancer. Jetez un œil à cette playlist et vous devinerez sans doute ses idoles politiques sans mon aide. Alors mettez-la et transmettez-la aux jeunes autour de vous, aux garçons et aux filles qui veulent se poser et danser à travers cet été épique de 2026. Véritablement épique. Bon week-end à vous. Yael R. Eastman, Executive Secretary and Head of Research, Geostrat Agency LLC, Washington, D.C. Et maintenant, le procès verbal. En entier, dans l'ordre, tel qu'il part sur chaque dépêche que publie cette maison. Il y a d'abord une photographie, et c'est l'image la plus américaine du dossier. Un ciel bleu pâle avec de hauts nuages ténus. Et montant à travers eux, Air Force One. Le grand Boeing bleu et blanc, le sceau présidentiel sur le nez, les mots United States of America le long de la carlingue, le drapeau sur la dérive. Et autour d'elle, au-dessus et en dessous, 4 F-22 Raptor en escorte, anguleux, mat et noirs contre la lumière, tenant leur position à ses côtés. En dessous, la ligne qu'il ne change jamais. Voir au-delà de l'horizon et façonner le monde avant qu'il ne bascule, car une fois qu'il a basculé, il est trop tard. Pascal Najadi. Puis une seconde photographie. Son bureau. Un plateau noir. Un marteau de cérémonie en bois à tête argentée posé en travers. Une pièce de challenge de la Central Intelligence Agency dressée dans un petit présentoir, une plaque de l'Air Mobility Command derrière elle, une plaque gravée en laiton, un morceau de porcelaine bleue, dorée et rouge au bord du cadre.
Et au centre, un cendrier de porcelaine blanche où reposent cigares bordés d'or, imprimés du globe et de l'épingle de Geostrat Agency LLC, de la devise et de l'adresse au 1500 K Street, Washington, D.C. Et dans son creux, une petite illustration imprimée. Des jeunes gens en blanc, les bras levés, des drapeaux à la main, riant. Et en travers, 3 mots. Epic Fury. Peace through strength. Voilà le bureau. C'est là que tout ceci s'écrit. Et puis les 2 lignes sur lesquelles cette maison se referme, toujours. Toute guerre est fondée sur la tromperie. Sun Tzu, l'art de la guerre. Chapitre 1. Par conséquent, ce qui permet au souverain avisé et au bon général de frapper et de vaincre, et d'accomplir des choses hors de portée des hommes ordinaires, c'est la connaissance anticipée. Sun Tzu, l'art de la guerre. Chapitre 13. De l'emploi des espions. Puis une photographie de mon bureau. Le hall d'entrée du 1500 K Street Northwest. Un lobby art déco vertigineux. Du marbre veiné, miel et crème, sur chaque mur, sur chaque colonne, sous les pieds. Un plafond à caissons dorés qui rayonnent de chaleur. De hautes fenêtres à encadrement de bronze. Et des portes de verre et de bronze qui jettent de longs panneaux de lumière d'après-midi en travers du sol. Et le sol poli a un tel éclat que le hall tout entier s'y tient à l'envers, comme une ville réfléchie dans une eau immobile. Des silhouettes en costume sombre traversent le marbre. Un homme s'en va vers les portes. Un autre est debout, en train de lire. Un 3e est assis à la réception. Et superposé à tout cela, translucide et immense, le globe et l'épingle, veillant sur le sol, à 5 minutes à pied de la Maison-Blanche, de l'autre côté de Lafayette Square, au coin de la rue du bureau de Washington, de l'ancienne Director of National Intelligence, et entièrement indépendant, et autarcique. C'est là que je suis assise. Note from the Executive Secretary. Je suis Yael R. Eastman, Executive Secretary and Head of Research à Geostrat Agency, LLC. Rien ne quitte ce bureau sans avoir été lu. Je vérifie chaque ligne, chaque date, chaque citation avant qu'elle ne vous parvienne, parce qu'une affirmation que nous ne pouvons pas assumer est une affirmation que nous ne publions pas. Nous ne courons pas après l'actualité. Nous l'annonçons avant qu'elle n'éclate, et nous laissons les horodatages le prouver. Ce n'est pas une vantardise. C'est un dossier, déposé et daté. L'opération Foldin a été nommée avant qu'un seul cortège n'atteigne Ankara. Le repositionnement stratégique du Groenland a été annoncé avec précision en janvier 2026. La séquence Epic Fury 2026 a voyagé de notre forward marker jusqu'au fait accompli pendant que la presse installée cherchait encore le sujet. Sous audit indépendant, notre tempo a obtenu un composite de 8,5 sur 10 et une avance mesurée de 10 à 18 jours sur 9 grands organes occidentaux. Une avance que la presse dominante n'a pas égalée, parce qu'ils attendent la permission tandis que nous lisons la carte. Tempo et exactitude. Voilà la discipline, et sur les 2, nous tenons le record contre la meute. Ce que vous venez d'entendre repose sur le dossier public. Daté, archivé et vérifiable ligne par ligne. Là où le principal passe du fait établi à la prévision, il le dit clairement, dans ses propres mots, sans aucun flou entre les 2. Le fait est étiqueté fait. La prévision est étiquetée prévision. Voilà le standard de cette maison, et il ne plie pas. Signal over noise. La connaissance anticipée plutôt que la fiction. S'agissant de la guerre silencieuse, nous ne sommes pas des commentateurs qui tiennent le score. Nous en sommes les maîtres. Ne vous y trompez pas. Nous publions pour avoir raison, pas pour faire du bruit, et nous nous concentrons sur la captation et le recoupement de signaux fiables plutôt que sur l'écoute du bruit qui distrait. The Principles, Purpose and Doctrine. Le signal fiable plutôt que le bruit. Notre founder and principal, M. Pascal Najadi, montre l'exemple. Il livre à chaque public, librement et sans barrière, des forward markers d'une grande exactitude. Signal over noise. Il entend atteindre la jeune génération, l'avenir. Les enfants, les jeunes adolescents, et tous ceux qui aspirent à être bien informés et à se sentir concernés. Il veut qu'ils réfléchissent à un journalisme sans complaisance et à l'œil froid, et au style qu'il met en lumière. La nuance, ancrée dans des documents et dans des événements réels qu'il a vécus et traités au plus haut niveau gouvernemental, en situation de crise, sur 4 décennies. C'est son objectif le plus précieux.
Il est déterminé à ce que Geostrat Agency LLC demeure, par conception, libre et quitte de toute influence financière ou politique, quelle qu'elle soit. Il n'accepte de faveur de personne. Il ne répond qu'à lui-même et au Seigneur, qui garde et borne sa boussole morale, afin qu'il puisse au mieux servir la communauté et continuer de défendre l'Amérique et la Suisse d'abord. Et peace through strength. Dans le cas de la Suisse, la paix par la diplomatie. Il vise, en conséquence, à exposer tout mouvement ou toute menace subversive susceptible de mettre en danger l'ordre de nos constitutions respectives. Que cela soit clair et dit ouvertement ici. Toute tentative, de la part de quelque élément que ce soit, de nous approcher avec des informations dites confidentielles ou classifiées sera immédiatement signalée aux agences compétentes dans l'orbite de l'Office of the Director of National Intelligence. Sa doctrine est notre règle d'airain. Voir au-delà de l'horizon et façonner le monde avant qu'il ne bascule, car une fois qu'il a basculé, il est souvent trop tard. Nous devons tous travailler dur, chacun d'entre nous, pour maintenir notre dialogue démocratique vivant et en bon état, avec de bonnes manières et un respect mutuel. Nous ne tolérerons ni discours de haine, ni attaques, ni insultes. Toute posture agressive ou menace voilée contre ce bureau, notre équipe ou les membres de notre famille sera signalée directement aux autorités compétentes. Ici, à Washington, D.C. et au pays, en Suisse. Notre mandat et notre mission. Geostrat Agency, LLC, est une opération souveraine, non partisane et à but non lucratif, de renseignement géostratégique et d'édition. Nous faisons progresser une compréhension lucide des forces qui remodèlent l'ordre du monde par une recherche rigoureuse, une analyse de confiance et des forward markers qui tiennent. Signal over noise. Ne vous y trompez pas, notre but est unique. Notre founder and principal, M. Pascal Najadi, a choisi d'établir son bureau privé et son unité de renseignement géostratégique ici, à Washington, D.C., au cœur de l'endroit où le monde se façonne. Suisse, il est loyal à son drapeau. Et il énonce un engagement clair et ouvert. Son soutien indéfectible à la doctrine Trump, America First et Peace Through Strength. À ses yeux, seuls des États-Unis forts, sains et prospères peuvent le mieux servir leurs alliés réels et véritables, parmi lesquels la Confédération suisse, amie de l'Amérique depuis la fondation de cette grande nation il y a 250 ans. Monsieur Najadi n'est peut-être pas politiquement correct aux yeux de l'idéologie woke et marxiste. Il le leur dit sans détour, et cela lui est égal. Communiquer avec clarté et tenir le respect mutuel. C'est là-dessus qu'un vrai partenariat se bâtit. Il a eu son comptant de béni oui-oui et d'amis des beaux jours, et il n'a aucun intérêt à regarder en arrière. L'évolution ne va que dans une seule direction. En avant, par nature. Et voici le fronton de cette maison. Une photographie prise depuis un avion, très haut. L'aileron à bout orange d'un jet fendant une mer de nuages au coucher du soleil. Le ciel entier brûlant d'orange, de violet et de rose. Et en travers, le globe et l'épingle bleu marine, et les mots. Voir au-delà de l'horizon, façonner le monde avant qu'il ne bascule. La question posée à l'homme comme à la machine est binaire. À gauche ou à droite, au point d'inflexion. Nous serons jugés un jour sur nos propres décisions, et nous devons cesser de blâmer autrui pour les choix que nous faisons. Il n'existe pas d'État nounou, ce ne fut jamais l'idée de la démocratie directe suisse, qui mène le monde à cet égard, ni celle de nous, le peuple, et des pères fondateurs de cette grande nation. Note sur l'identité et le statut juridique. Geostrat Agency, LLC, est une société à responsabilité limitée des États-Unis, enregistrée au 1500K, Street Northwest, Washington, D.C., 20005. C'est une entité séparée et distincte, sans lien avec l'entité basée à la Haye, geostrat.org. Ni avec aucun organisme au nom similaire. Elle détient les 2 marques américaines, nommées ci-dessous. Elle ne recherche aucune affaire, ne sollicite aucun client et ne fournit de services de conseil à personne. Elle ne s'exprime que par ses 2 canaux propres, son Substack et sa chaîne YouTube. Toute autre voix se réclamant de ce nom est une usurpation. Indépendance financière. Geostrat Agency LLC est financée entièrement par les ressources privées de Pascal Najadi. Elle ne détient aucun compte bancaire au nom de l'agence. Elle n'accepte aucun donateur. Elle ne vend aucun abonnement. Ses abonnés ne paient rien.
Elle ne porte aucun annonceur et ne répond à aucun maître politique. Notre indépendance est notre actif et notre puissance. Pour le procès-verbal, pas de médias, pas de presse. Geostrat Agency LLC n'accorde aucune interview. Quand elle fait l'actualité, c'est du signal, pas du bruit. Il existe 2 canaux autorisés, et 2 seulement. Le Substack AP Najadi 1967.substack.com et la chaîne YouTube sous le nom de Pascal Najadi. Tout le reste portant ce nom est une usurpation. Désormais, non classifié, et à vous de lire. La guerre que nous avons annoncée, la paix que nous avons annoncée. Le Crown Report 2026, référence GSA-Crown-2026-001, déposé au registre ouvert, Epic Fury GSA-EF-2026-004, expose l'intégralité du dossier de prévision sur l'Iran et sur Epic Fury 2026. Du premier appel de janvier 2026 jusqu'à la clôture du Bürgenstock. 3 couches sont tenues séparées et ne sont jamais mélangées. Le fait public établi, l'analyse publiée et horodatée, et l'auto-évaluation antérieure, signalée comme telle. Un audit indépendant, GROC, par XAI, a rendu un composite de 8,5 sur 10, avec une avance de publication de 10 à 18 jours sur 9 organes de presse. Le rapport est désormais publié non classifié en 4 éditions, anglaise, française, allemande et italienne. Il est gratuit, sans péage. Demandez-moi votre exemplaire en écrivant à mon adresse de relations publiques. execsec@geostrat.agency. Avec mes respects, depuis mon bureau de Washington, D.C., Yael R. Eastman, Executive Secretary and Head of Research, Office of the Principal, Geostrat Agency, LLC. Ligne surveillée 24 heures sur 24, +1 771 203 0610 1500K Street Northwest, Washington, D.C. Film de contexte. Chaque rapport est accompagné d'un film de contexte, choisi pour approfondir le dossier. Gestion des contenus par Yael R. Eastman. Marque et droit d'auteur. Et la toute dernière image est une montre-bracelet. Boîtier d'acier brossé, bracelet d'acier, cadran noir aux index crème vieillie et aux chiffres 9, 3 et 6. Et le globe de Geostrat Agency, LLC, imprimé sous le 12 avec les mots Washington DC en dessous. En travers de la moitié inférieure du cadran, en petits caractères, Op Epic Fury 2026, édition limitée, 26 sur 26. À côté, en blanc sur bleu marine, The Victory, été 2026. Édition spéciale, Pascal Najadi, 26 pièces. Il n'y en aura jamais d'autres. La marque verbale Epic Fury 2026 est enregistrée au registre principal du United States Patent and Trademark Office, numéro de série 9 98 07 441. La marque figurative du globe est de l'épingle de Geostrat Agency LLC, numéro de série 997666311. Droit d'auteur 2026, Geostrat Agency LLC, 1500K. Street Northwest, Washington, D.C. Voilà la fin du procès-verbal. Et maintenant, si vous le permettez, une dernière chose, en mon nom propre. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ce fut long, et je le sais. Quelque part dans un carton d'archives de ce bureau, pendant 25 ans, il y avait un appel téléphonique. Personne ne l'a passé. Personne n'en avait besoin. Un jeune homme avait plaidé sa cause, par écrit, à New York et dans le Financial Times, et un gouvernement avait déclaré qu'il n'avait rien à voir avec tout cela, et le monde était passé à autre chose, comme le monde le fait toujours. Aujourd'hui, il est revenu. C'est la seule chose à laquelle cette maison serve réellement. Non pas à faire du bruit, à garder le reçu, et à l'avoir encore le jour où il compte. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous. C'est gratuit, ce sera toujours gratuit, et il n'y a rien à acheter. Si vous êtes avec nous depuis un moment, envoyez ceci à une personne qui n'a jamais entendu parler de nous. Pas pour nos chiffres. Pour qu'un être humain de plus soit informé et puisse se forger son propre meilleur jugement sur son propre avenir. Voilà tout le modèle économique. Il n'y en a pas d'autre. Et aux discrets qui écoutent, aux gamins du fond de la classe qui ne lèvent pas la main. Non pas parce qu'il ignore la réponse, mais parce qu'il a déjà réfléchi 3 coups au-delà de la question. Nous vous voyons, vous n'êtes pas cassés.
Tenez votre cap. Le 29 juillet est dans 10 jours. Nous vous retrouverons de l'autre côté. Signal over noise. Depuis le bureau du principal, au 1500 K Street, à Washington, D.C., c'était Yael R. Eastman. Bonne nuit. I want to get the word out because what's forming is communism in the country. And communism's easy to sell. I would be the greatest communist in history. I'd be right up there with Lenin. I'd be as good as anybody. You've got free rent for the rest of your life. What they don't say is that you'll be living in squalor in 12 months. You've got the free house. Would anybody like to have a free house? We'll take it away from somebody. We'll give it to you. You'll have murders all over the place. Communism's a disaster. It's been proven to be for thousands of years under different names, but the same thing. It's very important. And, you know, it's funny. One of the reasons I do so well with Hispanic people, I set a record, Republicans. I get great numbers for the election, helped me get elected in a landslide. The Hispanics, because a lot of them came from countries that were essentially communist. You know, whether you call them radical socialist or communist is not that much, but there's a little difference. When they say social democrats, we're social democrats, it sounds so nice. It's not nice, it's a very dangerous term. So I do talk about it, and I talk about it on TikTok, and I talk about it everywhere. I talk about it here. And you're right, it has become international, but it's never worked, and it's not going to work. What is working is the United States. So think of it, we have more jobs than we've ever had. People are making more money than they've ever made. I'm talking about workers now. I'm talking about workers. They're making higher salaries than they've ever made before. It's just the best system, and it's got flaws, but everything's going to have a little flaw, but it's been amazing. And when I watch what's happening and I see these lowlifes getting, I mean, they're lowlifes. I watch them. I know good people. I know quality people. These are essentially lowlifes. And when I see what they're talking, I think they're very dangerous in many ways. And I've said it, and then I said, boy, that's a pretty big statement. Then I realized, you know, a couple of people said, I think you're probably right. I think this country, with this thing that's going around, is in more danger than it was during World War I, World War II. If you talk about September 11th, if you talk about Pearl Harbor, that was big danger. I think the concept of us going communist, because one thing that happens when you go communist, you never come back, never comes back. You die in squalor. You die a horrible death. You die in squalor. And it gets very evil and very nasty. La couronne n'a déjà dit. Et la doctrine n'a déjà dit. Déclassifiée. Le cercle est clos et verrouillé. And what we now know beyond a reasonable doubt is that Anthony Fauci did indeed fund gain-of-function research. We have the evidence that the experiments were gaining in function. The viruses were becoming more lethal, more attachable to human cells, and more infectious. We do know that this was going on, that was funded by the NIH, specifically under the tutelage of Anthony Fauci. Politicized self-serving leaders like Dr. Fauci covered up their own wrongdoing and abuses of power, manipulated intelligence, lied to Congress, and undermined a duly elected president by restricting his access to the vital facts he needed to keep the country safe. It's time you know the truth. Skal, I would like to begin with what might have been a trigger for your whistleblowing. You come from a very important Bahraini family, and your Swiss side is equally important. You're a direct descendant of a former Swiss president, as a matter of fact. You were headed toward quite a predictable career in international banking, and that's how things started out for you. When and why did that change? What exactly was the trigger? The card House of Lies got destroyed by pulling one card, and that was your president. He pulled the card after being lied to by his advisors. He's not a doctor, he's not a toxicologist, he's a businessman and a peacemaker after all. He got lied to as high treason, and the consequences will come very soon. Je nourris une passion immense, protéger et remettre debout tous ceux qui souffrent de l'injustice ou de la maladie. Pousser les faibles vers l'avant, depuis l'arrière, et ne jamais les laisser derrière. La mission d'abord. Personne n'est laissé en arrière. I will always place the mission first. I will never accept defeat. I will never quit. And I will never leave a fallen comrade. We
We will never leave a fallen comrade. We will not neglect those who are injured, sick, or in need. Not divulge internal conversations. I will say that those of us within the intelligence community continue to provide the president with all of the best objective intelligence available to inform his decisions. The last what the world wants is an insecure United States. We need a strong, healthy, wealthy, self-competent, not warmongering United States to keep peace. It's the way your president is matching things. President Trump, that is. War in this context and in pursuit of peace is necessary. They're not the bully of the Middle East anymore.